Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Nouvel Immédiat. Et cette semaine, j'ai à nouveau le plaisir d'être avec Michel Geoffroy. Bonjour Michel. Bonjour Floriane. Alors, Jean-Yves nous revient la semaine prochaine, mais en attendant, on va avoir un gros dossier du jour à traiter ensemble. Mais avant toute chose, on s'intéressera à l'image de la semaine. Et l'image de la semaine, ce sont ces deux héros qui se sont dégagés dans l'actualité. Novak Djokovic, héros du sport, et Henri d'Anselme, héros d'une bien triste actualité dont on vous parlait déjà la semaine dernière, chers téléspectateurs d'Immédiat. Et puis bien sûr, on n'oubliera pas les pastilles de l'information et le portrait piquant du jour qui sera consacré à Claude Askolovitch. Immédiat numéro 448, c'est parti. Cette semaine, la météo médiatique était en mode sauvetage, car il s'agissait une nouvelle fois de sauver la vache sacrée du système, l'immigration sans limite. L'actualité criminelle était en effet marquée par l'horrible attaque au couteau d'un groupe d'enfants à Annecy par un Syrien. Et cela au moment même où le gouvernement français se ralliait au pacte migration et asile de l'Union européenne, qui prévoit notamment la répartition forcée des demandeurs d'asile entre les États membres sous peine de pénalités financières. Alors il était urgent que nos médias orwelliens nous empêchent de mal penser. Le Syrien d'Annecy, mais c'est un chrétien bien sûr. Et il était en situation irrégulière, nous dit-on, mais perturbé le pauvre, notamment par le refus de lui octroyer l'asile en France. D'ailleurs, la motivation de l'acte ne semble pas terroriste. Nous voilà donc rassurés. Pendant que sur le plateau de C'est à vous, on explique que l'essentiel des immigrés aujourd'hui sont des universitaires ou que le taux de délinquance des immigrés n'est pas supérieur au taux des Français. Et tout va bien, puisque finalement, les petites victimes ne sont pas mortes. Alors circulez, il n'y a rien à voir, comme dirait la préfecture du Rhône. Une nouvelle fois, nos médias de grand chemin ont donc fait diversion. Diversion en banalisant le chaos migratoire, diversion en masquant l'incapacité manifeste du gouvernement à garantir la sécurité des Français, diversion en diabolisant ceux qui rejettent la folle politique migratoire de l'UE. On ne s'étonnera donc pas si la crédibilité de ces médias menteurs décline constamment. L'image de la semaine, comme je vous le disais en introduction de cette émission, il s'agit bien sûr de cette image de Novak Djokovic, le sportif sacré pour la 23e fois dans un grand chelem, un parcours sans faute donc, et pour la 3e fois à Roland-Garros, et qui marque donc l'histoire du sport par sa prestation. Et puis on a également Henri d'Anselme, Michel Geoffroy, qui est notre héros du quotidien, qui aura marqué largement l'actualité médiatique de cette dernière semaine. Bah oui, c'est deux héros, comme vous l'avez dit, différents dans des domaines différents, mais je dirais c'est deux Européens debout. Alors, Djokovic, c'est à ce jour le meilleur tennisman de l'histoire masculin de l'histoire du tennis, mais c'est aussi un homme de conviction, un homme qui a refusé la dictature sanitaire et un homme qui refuse aussi de se soumettre, puisqu'il est patriote, serbe, affirmé. Ce qui n'a d'ailleurs pas plu, vous vous souvenez, à notre ministre des Sports. Et puis l'autre, Henri, c'est un héros différent, qui a quand même permis d'arrêter un homme armé d'un couteau qui était en train d'attaquer des personnes. Donc si vous voulez, c'est deux héros, deux hommes debout. Et c'est d'une certaine façon encourageant pour l'avenir. Ça prouve qu'il y a encore des Européens debout. On continue avec le dossier du jour qui est bien sûr consacré à l'affaire d'Annecy. Commençons par un rapide récapitulatif sur que s'est-il passé. Eh bien, le jeudi 8 juin dernier, un homme
armé d'une lame, se met à attaquer des enfants dans un parc. On a quand même très rapidement des images qui sortent dans la presse. On peut voir donc l'homme juste ici en illustration. Que se passe-t-il? Il a réussi à poignarder, notamment dans des poussettes. Nous ne vous passerons pas la vidéo, mais vous pouvez la trouver très facilement. 4 enfants, 2 septagénaires ont également été blessés dans cette affaire, ce qui fait donc 6 victimes. Très vite, les médias ne vont pas se focaliser sur l'attaque, mais bien sur la récupération politique, ou du moins ce qu'ils vont appeler la récupération politique. Et l'on va commencer avec cet article du Huffington Post qui titre ainsi « Pour faire pression sur l'immigration, l'attaque d'Annecy utilisée par la droite et son extrême ». On a presque l'impression que la droite et son extrême créent des événements comme ça pour que ça convienne à leur agenda politique. Malheureusement, ce sont des faits divers qui arrivent très régulièrement désormais et qui sont particulièrement terribles, puisqu'on le rappelle, ils ont touché de très jeunes enfants, dont certains avaient 2 et 3 ans. Le Monde également, après l'attaque d'Annecy, la récupération politique de la droite et l'extrême droite. Un édito également significatif, Annecy, l'émotion et la raison, même si des conclusions et sans doute des leçons devront être tirées de la tragique attaque au couteau à Annecy, son horreur ne justifie aucune conclusion hâtive, aucune généralisation. Alors, Le Monde, voilà, avec ses éditos qui nous prévient de faire les choses correctement. On a le JDD également qui avait titré « Attaque à Annecy, comment l'extrême droite radicale, radicale, quelle horreur, surfe sur la vague ». On a également à Lyon, cela a eu des répercussions jusqu'à Lyon, avec une action qui a eu lieu dans la ville auprès d'un parc de Lyon dans lequel se trouvent des migrants. France 3 Région a titré ainsi « Attaque au couteau à Annecy, chassons les clandestins ». Le groupe Les Remparts pose une pancarte raciste devant un square à Lyon. Alors la pancarte en question, dont on nous dit qu'elle a été photographiée par les jeunes hommes, je cite, qui vivent sous des tentes dans le square, inquiets des amalgames entre le drame d'Annecy et les migrants. Ils sont très inquiets et voilà pourquoi. Parce que la banderole mentionne ceci. En raison de la présence de migrants et de la récente attaque au couteau à Annecy par un migrant syrien, ce parc est fermé jusqu'à nouvel ordre. Chassons les clandestins. Une formule un peu guerrière en effet. La préfète a immédiatement réagi, naturellement. Elle a préparé un arrêté contre les manifestations xénophobes. Les regroupements ne seront pas interdits, mais voilà, ce qu'elle donne comme consigne à la police, c'est de disperser à la moindre expression raciste la manifestation et d'appréhender les auteurs présumés de ce genre de propos. Elle dénonce donc les petits groupuscules qui n'hésitent pas à récupérer à leur profit les événements tragiques et abominables qui se sont déroulés à Annecy. Et donc dans l'article du Monde que je viens de vous citer, eh bien, on parle tout de même d'un déferlement de haine qui a suivi l'attaque au couteau. La préfète aura finalement réussi à prendre un arrêté qui interdit tout cortège, défilé ou rassemblement donnant lieu à des propos, slogans, banderoles incitant ou provoquant la haine, la discrimination ou la violence religieuse, ethnique ou raciale. Donc, ce qui n'est pas sans rappeler tout à fait les ordres qui ont été donnés au préfet de police de Paris, Monsieur Nunez, qui se permet également le même genre d'interdiction. Qu'est-ce qui s'était passé le vendredi soir exactement comme manifestation prévue par l'ultra-droite? Eh bien, BFM nous explique que l'ultra-droite avait appelé à une prière. Oh, quelle horreur! C'est vrai que c'est très violent. Quelle horreur! Les prières sont très violentes. C'est violent la prière. On a BFM TV qui ont réussi un petit exploit, c'est celui de récupérer, l'événement, le drame d'Annecy, pour réussir à en faire une critique, une attaque sur l'association SOS Chrétiens d'Orient. Je vous propose d'écouter ce qu'ils ont dit, et puis après, on va pouvoir avoir une petite réaction de Charles de Meyer, qui est l'un des responsables de SOS Chrétiens d'Orient. Ce qui est sûr, c'est que cet homme, s'il est chrétien et qu'il a quitté la Syrie en 2013, ça correspond totalement aux atrocités commises depuis déjà 2 ans à ce moment-là par Daesh
Ça a eu un certain écho, notamment ici en France, avec un dévoiement par certaines associations. Il y a une ONG qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient qui est accusée en ce moment d'assistance à crimes de guerre. Elle est liée à l'extrême droite, c'est pour ça que je prends énormément de pincettes. Charles de Maizière a répondu « Réussir l'exploit d'attaquer SOS Chrétiens d'Orient par vos éditorialistes maison pour commenter le massacre d'Annecy est une ignominie morale. Quelle horrible manière de faire de la basse politique sur le dos d'enfants blessés. C'est ça la ligne Fogiel, se demande-t-il. » Voilà, alors il n'y a pas que l'ultra-droite, visiblement, qui fait de la récupération. Et je vous propose également sur BFM TV, décidément, hein, ils produisent beaucoup de contenu, alors il y a beaucoup à faire, d'écouter l'édito de Mathieu Croissando du 9 juin, c'est-à-dire au lendemain des faits, le matin à 7h50. On écoute tout de suite. Il a suffi en fait qu'on connaisse la nationalité syrienne de l'assaillant hier pour voir plusieurs figures de la droite et de l'extrême droite sauter sur l'occasion pour mettre en avant leurs revendications et leurs obsessions, au premier rang desquelles évidemment l'islam et l'immigration. Cela n'a rien à voir non plus, selon les premiers éléments de l'enquête, avec le terrorisme, comme l'a imprudemment dit Éric Ciotti. Il s'agit d'un réfugié syrien, on l'a dit, mais qui avait obtenu l'asile en Suède. Il avait donc des papiers. Ce n'était donc pas un clandestin ayant échappé à tout contrôle. Ni les récentes propositions de LR ou du RN en termes d'immigration n'auraient rien changé à l'affaire. Certains responsables politiques n'ont plus de responsables que le nom. Imprudence, indécence, instrumentalisation, récupération, appelez ça comme vous voulez, parce qu'on a eu droit à tout. Je crois que ce qui est intéressant, il faudrait qu'on s'arrête un peu sur la notion de récupération. Qu'est-ce que ça veut dire en novlangue, la récupération ? La récupération, ça veut dire qu'on veut interdire de traiter politiquement et de mettre en perspective des événements qui sont graves. C'est ça qu'on veut dire. Hein. On n'a pas le droit de poser la question de la politique migratoire, de poser la question des frontières, on n'a pas le droit de poser la question du laxisme. Non, parce que ça serait de la récupération. Alors, vous avez bien compris qu'il y a la bonne et la mauvaise récupération. La bonne récupération, c'est la récupération de la gauche, qui se livre en permanence à des récupérations. Rappelez-vous, vous n'étiez pas né, mais rappelez-vous l'affaire de l'attentat de la rue Copernic, qui fut récupéré par la gauche en 1980 dans la perspective des présidentielles, puisqu'on accusait même quasiment Giscard d'Estaing d'être à l'origine de l'attentat, et son ministre de l'Intérieur. Ça, c'était de la bonne récupération. Rappelez-vous l'affaire Traoré, ça c'était de la bonne récupération. Ça permettait de critiquer la police, d'accuser les Français de racisme. Ça c'est de la bonne récupération. Hein. Le Black Lives Matter, ça c'est de la bonne récupération. Mais alors, quand la droite pose des questions justifiées sur la présence de ce monsieur, sur pour quelles raisons s'attaque-t-il à des innocents, etc. On ne veut pas, on veut interdire en fait dans notre pays de poser des questions politiques. Et derrière ça, on a déjà eu l'occasion de le voir dans d'autres immédiats, l'enjeu réel, hein, reprenons tous les qualificatifs de l'arrêté préfectoral, mais c'est hallucinant, xénophobie, déferlement de haine, racisme, etc. Le but, c'est d'interdire, et c'est de diaboliser et d'interdire toute critique de l'immigration. C'est ça le but réel de toutes ces opérations, hein, médiatiques, mais qui ne sont pas uniquement médiatiques, puisque ça débouche de fait sur des censures administratives, voire judiciaires. Donc le but, c'est qu'on veut diaboliser toute personne qui va parler de l'immigration. C'est ça le sujet. Donc on a le droit de se poser des questions. Il est légitime de se poser des questions. Est-ce qu'on assure bien la sécurité publique dans ce pays ? Est-ce que y a-t-il ou non un impact de l'immigration sur la sécurité ? On a le droit de se poser des questions. Hein. Mais tous ces gens ne volent pas et pour ça, ils utilisent ce terme de récupération. Si jamais vous posez une question politique, c'est que vous faites de la récupération. C'est odieux. Et les émotions également sont totalement interdites. Ah mais non, mais il y a de bonnes émotions et de mauvaises. Voilà. Rappelez-vous, en plein confinement, le ministre de l'Intérieur avait autorisé la manifestation de soutien au Traoré en disant qu'il comprenait l'émotion. Là, c'était de la bonne émotion. Bien entendu, l'émotion devant cet acte odieux, alors là, lui, non, ça, c'est pas de la bonne émotion. Hein. Bon, je veux dire, on voit bien, toujours pareil, les deux poids, deux mesures médiatiques, le deux poids, deux mesures politiques et le deux poids, deux mesures judiciaires permanent. Il est
interdit d'être traumatisé par la vision d'un homme qui du poignarde tout. des On va enfants le voir. directement Au contraire, il faut s'en féliciter. dans les poussettes. Alors, plutôt que de parler de récupération, eh bien, je vous propose, chers téléspectateurs, d'étudier un petit peu les prises de position, en réalité, des responsables politiques. On va commencer par Éric Zemmour, dont lui et son équipe ont été les plus critiqués dans cette affaire. Éric Zemmour, dans les heures qui vont suivre, alors que des enfants viennent d'être poignardés, ils vont essayer de vous reprocher votre colère. Ils vont nous traiter de récupérateurs, ils vont encore faire diversion. Ils nous mettent en danger. Vous avez le droit de refuser de voir notre pays sombrer. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de refuser. C'est francocide. Donc là, c'est le terme francocide, en réalité, qui va poser problème. On a également Marine Le Pen, dont j'ai sélectionné un des tweets à propos de cette affaire d'Annecy. Cette attaque d'Annecy, s'attaquer à des bébés dans des poussettes, c'est la barbarie ultime. Il y a eu des défaillances. Cet individu n'était pas en situation régulière. Il aurait dû repartir dès le mois de janvier. Éric Ciotti, cette attaque à Annecy est une abomination. Toucher à un enfant, c'est frapper l'innocence. Cela nous ramène à des souvenirs douloureux pour notre pays, aux attaques de 2012 par le terroriste Mohamed Merah. Je veux dire mon émotion, adresser mon soutien à la famille des victimes et leur apporter tous mes vœux de rétablissement. Voilà du côté des politiques ce qui s'est dit. Oui, le tweet d'Éric Zemmour est très bien vu. Et tout de suite, il a dit, attention, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez être accusé de récupération, vous allez être accusé de mauvaises pensées. C'est tout à fait ce qui se passe. Hein, c'est tout à fait ce qui se passe. Et curieusement, d'une certaine façon, on finit par craindre plus. Le système, à l'évidence, craint plus la récupération, c'est-à-dire en clair la révolte politique, plus que l'attentat en lui-même. Après tout, c'est des petits enfants, c'est pas grave. De temps en temps. Bah oui, c'est pas dramatique. Mais ce qui est dramatique, c'est de s'attaquer aux vaches sacrées du système, c'est-à-dire l'immigration sans frein. Alors, naturellement, la télévision va aussi produire du contenu pour contenir la colère. Et dans cet ordre-là, je vous propose d'écouter les propos de Jean Viard, qui est un sociologue qui est intervenu dans l'émission de C'est à vous. Le sociologue. Le sociologue, le spécialiste de plateau qui va nous dire des choses très intéressantes. Il ne faut pas non plus en tirer d'autres éléments que l'idée que ce type était fou. Moi, je veux dire une chose. Je pense que les réfugiés de Syrie, on ne les suit pas assez d'un point de vue psychiatrique. Je pense que ces gens sont des traumatisés pour une bonne partie d'entre eux. Ils ont vécu des choses épouvantables. Il faut toujours rappeler que le taux de délinquance des immigrés n'est pas supérieur au taux des Français, qu'effectivement les immigrés sont plus délinquants, mais pas si on tient compte de l'âge et du sexe, puisque les hommes sont plus délinquants que les femmes et les jeunes sont plus délinquants que les autres, et que en plus dans le taux de délinquance des immigrés, je ne parle pas de celui-là en particulier, comme il y a aussi le fait qu'il n'ait pas de papier, souvent donc ça augmente le prix, la charge. On est une société métisse. Et c'est quoi le mythe? On ne va pas redevenir tous blancs, et on n'a jamais été tous blancs. L'essentiel des immigrés aujourd'hui sont des universitaires. Il faut faire très attention au discours sur la violence, parce qu'ils sont dangereux, ils mettent le feu, les gens ont l'impression d'une société très violente, or ce n'est pas le cas. Alors là, on a une sorte de combo médiatique, Michel Geoffroy. On a les fous, naturellement, les chiffres qui sont noyés dans le pâté, parce que moi, je n'ai pas très bien compris son analyse sociologique des chiffres de l'indélinquance. On a les blancs qui ne sont pas des blancs, on est tous des métis, et la violence qui n'est qu'un sentiment, évidemment. Oui. Là, nous les avons déjà vus, nous les voyons régulièrement, ces experts de plateau, ces sociologues, ces chercheurs, etc., qui ont pour mission de nous démontrer qu'il fait soleil à minuit. Hein. Donc, ils ont pour mission d'essayer de nous faire croire que ce que nous voyons n'existe pas. Hein. Alors, je citerai George Orwell, dans 1984. En 1948, écrit en 1948. George Orwell disait « L'hérésie des hérésies était le sens commun ». Et il disait « Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5 et il faudrait le croire ». Eh bien, nous y sommes. Hein. Non, il n'y a pas de criminalité particulière de l'immigration, mais on est tous des immigrés, non, mais c'est un acte isolé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ces gens passent leur temps à faire de la désinformation. En fait, c'est ça la vraie désinformation. Les vraies fake news, c'est ça. C'est-à-dire des gens qui se servent d'un titre
Je suis sociologue, je suis chercheur, je suis président de machin, de telle ou telle ONG, et donc j'ai le droit d'asséner des contre-vérités et que personne, bien sûr, ne vient contredire sur le plateau. Surtout pas. On n'a pas le droit. Pas le droit. Ni les chiffres, ni les Voilà, ni les donc faits. il peut dire n'importe quoi. Il fait soleil à minuit. Circuler, il n'y a rien à voir. Bon. Le plateau avec Patrick Cohen. D'ailleurs, l'un des titres de leur rubrique, les petites affichettes que l'on peut voir en bas, c'était la sociologie de l'optimisme. Des faits de la sorte. L'optimisme des coups de couteau. Oui, c'est vrai, c'est bien. On peut se poser la question de l'emploi de certains termes. En tout cas, à propos de certains termes, eh bien, on a également Le Figaro qui a fait cet article. Le patron du HCR dénonce l'usage du mot francocide après l'attaque d'Annecy. Et là, effectivement, je vous le disais, le terme francocide n'a pas plu. Il le dit lui aussi, il faut éviter de généraliser, dire que c'est parce que cette personne est un réfugié et que les réfugiés tuent des enfants. C'est un discours de haine et j'espère que personne ne l'utilisera, a insisté Filippo Grandi, donc le fameux patron du HCR. Et puis alors bien sûr, c'est un geste isolé, nous dit-il. C'est un homme dont les motivations doivent être explorées, nous explique-t-il. Avant de conclure l'enquête. Non mais ce discours, c'est toujours le même. Ça fait 40 ans qu'on nous le tient. Il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est une impression. Vous avez des mauvaises impressions. C'est des généralisations hâtives. Ce discours n'a rien changé. Alors lui, de toute façon, il est patron du Haut Comité des réfugiés. Donc évidemment, son travail, c'est de défendre les réfugiés. Donc il est normal qu'il tienne ses propos. Bon, dire que c'est un acte isolé, alors qu'en Europe, les attaques au couteau sont très nombreuses. Il n'y a pas qu'en France, malheureusement. Il y en a même en Israël, d'ailleurs. Les camions fous, les couteaux fous. Oui, les couteaux fous, les camions fous. Donc dire que c'est un acte isolé, là, c'est très typique. On refuse de mettre les événements en perspective. C'est interdit de mettre les événements en perspective. Donc on traite les événements les uns après les autres. Il y a eu à Annecy quelque chose. Bon, très bien. Il y a eu ailleurs, il y a eu autre chose. On ne met jamais en perspective ces événements. C'est ça, ce qui n'est pas, je dirais, honnête de la part de ces gens. Mais événement chasse un autre. Encore une fois, lui, c'est son métier de défendre les réfugiés, donc il ne peut pas dire autre chose. Il ne peut pas dire autre chose. Naturellement. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose maintenant de nous intéresser un peu plus, de façon un peu plus pointue sur le personnage d'Henri d'Anselme. Qui est-il? Comment a-t-il été présenté par les médias? Et je vous propose de commencer avec, par exemple, cet article du Point qui l'appelait « L'homme au sac à dos ». Puis très vite, son identité a été dévoilée, a été retrouvée par les internautes. Et donc, on a l'Avis, par exemple, qui a titré « Henri d'Anselme, le scout qui s'est interposé lors du drame d'Annecy. Ancien chef scout d'Europe, le jeune homme de 24 ans suscite l'admiration pour avoir affronté l'homme qui a grièvement blessé 6 personnes jeudi 8 juin. A une attitude qui honore ses idéaux d'éclaireur et rappelle que de tels actes d'héroïsme ont quelque chose d'universel. » Alors ça, c'était l'un des rares articles positifs, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions positives sur Twitter, mais dans les articles ne se sont pas fait nombreux. Et très vite, les articles se sont transformés en ceci. Libération, Henri d'Arc, un héros chez Bolloré, par Daniel Schneiderman. Et donc là, on a l'interview du jeune homme de 24 ans qui a pourchassé l'assaillant du lac d'Annecy et l'occasion pour Pascal Praud de pousser à fond sur le sentier de la transcendance. Et donc, bien sûr, avec tout un tas de critiques extraordinaires sur Henri d'Anselme, le héros au sac à dos qui était invité de CNews. Oui, voilà, il a eu le malheur de répondre à CNews en premier lieu. Également. On a 20 minutes qui a produit un article assez extraordinaire, je dois dire. Henri, un héros à 2 visages. Le héros au sac à dos qui a mis l'assaillant en fuite. Et ces images ont tourné en boucle. Mais pourquoi lui? Bien parce que les médias en sont friands, nous dit-on. On nous dit, après, on fait intervenir une dame, Virginie Spies. On ne sait pas trop d'où elle sort. Henri n'en reste pas moins un humain avec son passé et ses éventuelles casseroles, nous prévient-on. On a également, parce que voilà, il a par exemple été alternant pour le journal, nous dit-on, d'extrême droite, L'Homme Nouveau. Oh là là! Première nouvelle. nouvelle. C'est grave ça. Et ça, c'est grave.
On a également Morgane Leray qui nous dit que eh bien, soit on maintiendra l'illusion pour conserver les valeurs qu'il incarne, soit on le déconstruira. Et puis, dans l'édition Internet de cet article de 20 minutes qui a été écrit par Xavier Régnier, très important, retenez ce nom, eh bien, on nous dit que ce héros pourrait aussi rapidement tomber de son piédestal. Et alors là, c'est extraordinaire. L'une des sous-rubriques de cet article s'intitule de cette façon « Henri et ses points communs avec Abdelmassi ». Abdelmassi, qui est donc le fameux tueur, l'homme au couteau, qui a poignardé des enfants directement dans les poussettes. Alors on dit déjà qu'il se revendique d'une religion commune. Ah oui. Voilà, parce qu'a priori, il serait l'un chrétien, l'autre catholique. Mais là, je cite à nouveau, où le réfugié syrien personnifie, je cite, un côté perçu obscur, c'est un côté qui est seulement perçu, celui de l'agresseur migrant. Henri, lui, est un nomade volontaire qui incarne la vieille figure des pèlerins. Et donc là, les comparaisons qui vont suivre me rendent bouche bée. On compare Henri donc avec Dark Vador et Luke Skywalker et avec Venom et Spider-Man. Oui. C'est intéressant. Et donc ça, c'est une conclusion qui nous vient de Irène Langlais, ce qui fait quand même trois petites dames qui sortent de nulle part. C'est un procédé intéressant, ça, Michel Geoffroy. Alors, c'est un combo là, que vous nous avez présenté. Alors d'abord, on voit bien la volonté perverse d'essayer d'ironiser sur ce héros. Je pense que les auteurs des articles en question, je ne suis pas certain qu'ils auraient poursuivi quelqu'un armé d'un couteau. Déjà, premièrement. Donc, je vous mets une photo de l'auteur et après on en parlera. Ils donnent des leçons, mais ils sont bien au chaud derrière leur écran et ils ne font rien. Bon. Alors, il y a une volonté de salir le héros, c'est clair, de dire que c'est un homme d'extrême droite, l'homme nouveau, journal d'extrême droite. Non, mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit ? C'est pas un journal d'extrême droite, c'est un journal catholique. Bon, alors, je veux dire, donc les catholiques sont d'extrême droite. Catholique, c'est mal. Ah ben c'est pas bien, ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, ils font des attentats, la preuve. Bon, ils sont pas bien. Bon, alors ça c'est le premier point. Deuxièmement, vous mettez. Alors pourquoi on veut le salir ? Parce que le système n'aime pas les gens qui résistent. Quelqu'un qui résiste, pour ça, il peut résister sur autre chose. Et donc, c'est pas bien. Il faut pas résister. On va le voir. Il vaut mieux se dire oh là là, c'est le pauvre, c'est la faute, ce pauvre migrant, etc. Bon, donc c'est ça. Pour ça, on veut le salir. Alors, c'est un combo parce que, vous voyez bien, on cite des gens. Alors, on cite des gens. Virginie Spies, Madame Leray, enseignante chercheuse en littérature à l'université d'Aix-Marseille. Il est évident que ça lui permet de se prononcer sur un acte violent et à la moitié quasiment terroriste. Donc elle est enseignante chercheuse en littérature française. Bon, très bien. On cite des gens, si vous voulez, c'est des experts. Là, c'est encore mieux que les experts télévisuels. On cite des gens, mais qu'est-ce qu'ils ont comme capacité pour leur permettre de porter des jugements négatifs sur des actes commis par d'autres. Je veux dire, ces gens sont d'une prétention incroyable. Donc, alors, évidemment, là, on voit en plus la profondeur des références culturelles de ces gens-là, puisqu'il faut faire quand même référence à Dark Vador et Luke Skywalker et à Spider-Man. Bon, je veux dire, on en est là dans notre information. Partout. Ah bah oui, non mais, enfin, attendez. C'est tout ça pour se moquer. Je suis désolé, Luke Skywalker ou Spider-Man, c'est du cinéma. Donc, au sens propre du terme, c'est faux. Ces gens-là ne risquent rien. Ces soi-disant super-héros cinématographiques sont précisément des gens qui ne risquent rien, puisqu'ils sont super-héros. Tandis que le jeune, là, Henri, lui, il a risqué sa vie. Je suis désolé, il a risqué sa vie. Oui, il n'était pas armé. C'est odieux d'essayer de se moquer de ces gens-là. Alors, par contre, évidemment, ça serait quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, Mamoudou Gassama, qui avait récupéré un petit enfant. Là, c'était un vrai héros. C'est la chronique de Libération, n'est-ce pas ? Les vrais héros. Un vrai héros, ça ne peut pas être un Français
blanc, catholique. Et puis d'abord, de toute façon, personne n'est blanc, c'est bien connu. Bon, donc, je veux dire, bon, voilà. Donc c'est grotesque, c'est odieux, mais c'est au service d'un projet qui est lui-même abject. Faut pas se révolter. C'est ça le message de tous ces gens-là, c'est de dire mais laissez faire, c'est un acte isolé, c'est pas grave, laissez faire, risquez pas votre vie. Surtout pas, oui, ce serait dommage. Alors, continuons à nous intéresser au profil donc, de cet auteur, de l'auteur de cet article de 20 minutes, Xavier Régnier. Alors sur sa page Twitter, il se décrit lui-même de cette façon, social journaliste warrior, détourneur de dépêches, c'est 20 minutes. Social journaliste warrior, c'est bien sûr un jeu de mots avec l'expression social justice warrior. C'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, oui, là encore. L'extrême gauche américaine. Et c'est l'extrême gauche américaine, voilà. tout à fait. Social. Ils sont très sociaux, ces gens-là. Très sociaux. Oui, oui. En fait, ce sont des gens qui sont des grands garants de la morale d'Internet. Et donc, il ne faut pas dire certaines choses. Et sinon, ils arrivent en masse, un peu comme des trolls. Mais eux, ce sont des justice warriors, voilà, des guerriers de la justice. Rappelons aussi que 20 minutes fait partie des 3 premiers bénéficiaires d'aide à la presse en ligne. Je vais vous couper. Je rappelle qu'aux États-Unis, ce mouvement prône ouvertement le caractère militant du journalisme. Car il considère qu'il faut défendre le bien. Et donc, pour défendre le bien, il faut être militant. Et il faut censurer les nouvelles qui ne vont pas dans le bon sens. Donc, ce n'est pas complètement neutre de faire référence à cette notion de social warrior et de social justice. C'est ça qu'il y a derrière. C'est le fait que ces gens reconnaissent ouvertement qu'ils doivent censurer et être militants et non pas des journalistes présentant les choses avec modération. Ce que je vous propose, chers téléspectateurs, pour rééquilibrer un peu la balance, c'est d'aller vous abonner à la page Instagram d'Henri d'Anselme. Je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Ce sera dans la petite rubrique « Liens utiles ». Et comme ça, vous pourrez aller voir donc, la tournée de ce garçon. On continue avec les journalistes qui sont décidément très critiques avec Henri d'Anselme. On a par exemple Ricardo Pereira, qui est lui un journaliste, un photojournaliste indépendant, qui est un ancien archéologue passionné par les symboles co-créateur d'Inde extrême, qui est très focalisé donc sur l'extrême droite, vous l'aurez compris. Il a produit un premier tweet comme ceci. C'est vrai que l'archéologie, ça mène tout droit à l'analyse politique. Oui, des symboles tout à fait, de l'extrême droite. C'est fait, assez logique comme parcours. Tout à fait, donc il produit ce premier tweet. Henri, qui a fait fuir l'assaillant, il assure qu'il n'était pas là par hasard. Pour se faire connaître à la France, il porte un t-shirt avec un étrange logo. Puis il dit avoir agi comme tout Français devrait agir, bizarre, se dit-il. Et ensuite, il produit un petit thread sur Twitter. Ça veut dire une suite de tweets qui vont s'enchaîner et qui sont particulièrement intéressantes, que je vous propose de découvrir avec moi. Attention, avant tout, le but de ce tweet n'est en aucune manière de minimiser le courage d'Henri, patati patata. Mais je trouve important de commenter les faits qui sont dérangeants. Très dérangeants. Aucune manière, mais c'est dérangeant. Et c'est bizarre, souvenez-vous, premier tweet. Ce qui m'a conduit à écrire ce tweet, c'est le choix du t-shirt d'Henri, qui n'est pas anodin, nous dit-on. Et oui, parce qu'il a un petit logo français sur le côté. Alors ça, c'est terrible. Ça serait peut-être un dangereux nationaliste. D'ailleurs, il pose la question, Henri est-il un patriote ou un nationaliste ? Et là, ce serait terrible. Ensuite, on nous dit que le deuxième symbole sur son t-shirt, c'est le logo d'une entreprise qui, nous dit-on, customise des voitures et des armes à feu. Et cette entreprise vend des vêtements et autres accessoires, et dont le t-shirt qu'Henri a porté lorsqu'il a fait la tournée des médias. On nous dit que cette entreprise, Horreur Malheur, a travaillé pendant 1 an sur le 4x4 de Papacito, le youtubeur également d'extrême droite. Donc sur sa chaîne, 222 000 abonnés. On sent c'est une certaine rancœur par rapport au nombre d'abonnés de Papacito. Donc il y a même une vidéo qui raconte le moment où Papacito a reçu ce fameux 4x4. Bref, et également, cette entreprise, elle a travaillé avec Baptiste Marchais. Là encore, horreur, malheur. Dans le tweet numéro 8, on nous dit également que c'est peut-être un fervent catholique ou un catho-intégriste et qu'il semble un peu politisé. Et comme il dit, j'ai agi comme tout Français devrait agir, rattrapé par comme tout Français
agirait, eh bien, Ricardo Pereira s'est posé des questions et il est allé voir ses abonnés sur Instagram. Et là, horreur, malheur, il n'est pas étonné, Ricardo Pereira, nous dit-il, parce qu'il est abonné à Touche pas à ma statue, il est abonné à Jean Lassalle, il est abonné à VA+, à SOS Calvaire, à Fier d'être français, Les Moustachus en vadrouille, Philippe de Villiers, L'Incorrect et Boulevard Voltaire. Et alors là, ça, c'est pas bien parce que c'est totalement interdit. Et en fait, après tout ce thread, donc cette suite de tweets, je le répète en français, eh bien Ricardo Pereira, en conclusion, nous dit qu'il est très malheureux parce qu'en quelques heures, il a reçu des centaines d'insultes et menaces, une majorité venue de la fachosphère, journalistes et personnalités d'extrême droite, alors qu'il n'a jamais remis en question les actes louables d'Henri. Il soulevait juste le choix d'utiliser un t-shirt qui fait de la pub à une entreprise ayant mis en valeur des influenceurs fasciste, ainsi que son discours dans les grands médias français qui révèle une dialectique et une rhétorique d'extrême droite, c'est tout. Donc en fait, j'ai été un petit peu méchant, je suis allée gratouiller, mais c'est vous les méchants. On voit bien, alors je reviens sur ce que disait le patron du HCR. Il dit « c'est un geste isolé d'un homme dont les motivations doivent être explorées ». Mais alors là, on est en train d'explorer les motivations d'Henri. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui cherchent les couleurs du t-shirt, qui font des recherches... Mais pourquoi ils n'ont pas fait les recherches pour le Syrien en question ? Comment se fait-il ? Et en fait, on voit bien, ce qui ne plaît pas, c'est que l'intéressé a dit « j'ai agi comme tout Français devrait le faire ». Et ça c'est la peur du système, comme je vous l'ai dit. Le système ne veut pas de gens qui se dressent. C'est ça, il ne veut pas. Donc, il préfère des gens qui se courbent et qui rampent. Voilà. Donc, c'est ça qui est en cause. Et donc, on voit bien une volonté de déconstruction, une volonté perverse, hypocrite en plus, tout en disant « non, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Mais quand même, c'est quand même... il est un peu fou, il est illuminé, il est d'extrême droite. » Enfin, bon. Il est catholique. Voilà, il est catholique. Enfin, fervent. Bon. Voilà, fervent. Il s'occupe des calvaires, vous vous rendez compte ? C'est horrible. C'est affreux. Bon. Aller reconstruire des calvaires en France, vous imaginez. On a encore un autre journaliste, enfin du moins un journaliste qui cherche du boulot. Je me suis un peu renseignée sur lui, il s'appelle Paul Danton en réalité. Son pseudo sur Twitter, c'est Niels Wilk. C'est intéressant parce que quand on fouille sur son compte Twitter, on a 2 tweets. On a effectivement cette affaire dont vous parliez, Michel Geoffroy, Mamoudou Gassama. Donc lui, il le félicite, le héros qui a sauvé la vie du petit garçon de 4 ans suspendu dans le vide à Paris. Vous vous en souvenez, chers téléspectateurs, bien entendu. Donc il est sans papier, arrivé du Mali pour s'établir en France selon la mairie de Paris. Bravo à lui, nous dit Paul Danton. Et puis, pour l'affaire d'Henri, il fait ce tweet. Invité sur CNews, Henri, 24 ans, surnommé le héros au sac à dos, déclare avoir croisé le sentier du sang et avoir été poussé à agir. J'ai agi instinctivement comme tout Français devrait le faire. Vous voyez, c'est bien en effet cette phrase qui pose problème, affirme-t-il encore. Un discours, un brin illuminé. Et donc là, en fait, on a un Henri qui n'est pas du tout un héros, selon Paul Danton. Non, c'est un illuminé. Tout à fait. Alors sachez-le, ce journaliste qui a un peu collaboré avec Mediapart cherche du boulot. Ami rédacteur qui cherchait des membres pour compléter votre rédaction, eh bien, il a une page LinkedIn. Vous pouvez aller voir son profil ou lui envoyer des messages, c'est comme vous voulez. Alors, il y a une question quand même qui est très intéressante, qui est pertinente de se poser. On nous a présenté ce Syrien comme un chrétien. Est-ce que c'est vraiment un chrétien ? Alors, on a Le Pèlerin qui a produit un article, qui a fait un entretien avec Monseigneur Pascal Goldnich et qui nous dit ceci : s'attaquer à des enfants est l'acte le plus anti-chrétien qui soit, malgré le fait que l'assaillant se présente, lui, comme un chrétien de Syrie. Et on nous dit également que Monseigneur Pascal Goldnich, lui, pense que cette attaque doit être considérée comme un acte terroriste. Ça pose question dans la presse. La presse n'a pas qualifié cet acte d'acte terroriste. Et ce qui est très intéressant, c'est que F de Souche a ressorti un vieil article qu'ils avaient produit en 2018. Je vous mettrai le lien également en description. Il s'agit d'un documentaire de Lorraine Souzerne qu'elle avait produit en 2018, un documentaire qui était absolument choc, avec notamment les révélations d'une directrice d'ONG qui apportait une aide juridique aux migrants, pas que une aide juridique, comme vous allez le voir. Et ils avaient infiltré, donc, ils avaient
obtenu un entretien avec la directrice d'Avocats Abroad, Ariel Ricoeur. Un entretien en caméra cachée, bien entendu, en infiltrant l'ONG. L'ONG, je le précise, a permis à plus de 10 000 migrants d'entrer sur le territoire de l'Union européenne durant l'année 2017. Et les déclarations de la directrice sont absolument édifiantes. Je vous propose de les écouter. C'est en anglais, mais je vous fais la traduction juste après. Ne vous en faites pas, je ne vous lâche pas comme ça. They put in the decision whether or not you would act with emotion. So you have to be like, or crying, or stopping, or throwing up, or asking for a break. So it's becoming an actor. You have to tell people to ask to take breaks. Oh, we do. We actually do role playing. And so like we prepare for the folder. So like the first role playing activity we do is like us being them, and they're the officer. And then we poke around after they've had some practice to see how should I walk into the office, how should I introduce myself, how should I give them the folder, and then how do I sit down, and then when do I stand up, when do I show them how to pray. Why would you need to show them how to pray? Well, because it's a good way to show honesty. It's done in other places too, like not good places, to see if you're truly what you say you are. You can't show how you pray. Like if you're actually Christian. Oh, so if you're saying that you're like fleeing persecution, And you should probably know how to be, praying that way. La traduction, la voici, mais je tenais à ce que vous écoutiez les propos quand même et le rythme des phrases, les hésitations, c'est très intéressant. Ce qui compte dans leur décision, c'est si vous avez agi avec émotion. Donc, vous devez souffler, pleurer et montrer que c'est dur pour vous. Voire s'arrêter, vomir, demander une pause. Il faut jouer la comédie en somme, nous dit donc cet Ariel Ricoeur. Vous dites aux gens de demander une pause. Oui, on le fait, on s'entraîne même avec des jeux de rôle. On leur prépare une pochette avec des explications et le premier jeu de rôle qu'on leur fait faire, c'est de prétendre que nous, on est eux et que eux, ce sont les officiers. Ensuite, on échange les rôles, puis on recommence jusqu'à ce qu'ils aient un peu d'expérience. Et ensuite, on voit comment ils doivent rentrer dans le bureau, comment ils doivent se présenter, comment ils doivent donner les documents, comment s'asseoir, mais aussi comment se relever. Et je leur montre aussi comment il faut prier. Comment ça? Pourquoi vous devez leur montrer comment prier? Parce que c'est une bonne façon de prouver sa bonne foi, sans jeu de mots. Ça se fait d'ailleurs dans d'autres endroits aussi, des endroits horribles, des endroits mauvais, pour voir si vous êtes vraiment ce que vous dites être. Et si vous ne pouvez pas montrer comment vous priez, c'est pour voir si ce sont vraiment des chrétiens. Parce qu'ils disent qu'ils fuient les persécutions, c'est bien ça. Oui, exactement. Vous devez savoir comment prier. Et en petit bonus, là, ce n'est pas dans la vidéo, mais je précise aussi qu'elle leur indique de dire que leur fête préférée, c'est Noël. Ah oui. Voilà. Donc, ça corrobore un petit peu ça. On a d'ailleurs une vidéo de BFM TV, encore eux, qui va suivre. On va comprendre que l'assassin d'Annecy est pour l'instant inconnu de la communauté chrétienne syrienne de Suède. Je vous laisse écouter le journaliste de BFM TV. Il ne semble pas avoir fréquenté les églises de la commune. Nous les avons toutes visitées. Personne ne le connaît, pas même le prêtre de l'église orthodoxe syrienne. Très choqué d'ailleurs qu'une personne puisse commettre un tel acte, d'autant plus au nom de Jésus-Christ. Ce qu'on peut vous dire également, pour avoir croisé certains membres de la famille de l'ex-femme de cette personne qui vit ici, d'origine syrienne, eh bien que cette famille ne souhaite pas répondre aux questions des journalistes. Le moins qu'on puisse dire, c'est on peut se poser des questions. Mais vous avez remarqué que dès le début, nos médias... Vous êtes complotiste, Michel Geoffroy. Oui, je suis complotiste, mais dès le début, nos médias ne se posent aucune question. Au contraire, ils étaient très contents de pouvoir dire « Oh, tiens, ce n'est pas un musulman, c'est un chrétien. » Donc vous voyez bien, l'islam n'est pour rien. Bon, donc je veux dire, à l'évidence, alors je ne sais pas si la vérité se fera jour. Bon, Jean Messia est peut-être optimiste, mais en tout cas, on devrait se poser des questions. Puis en plus, cet acte... je rappelle que quand il y a des terroristes qui se réclament de l'islam, on dit toujours « Mais ça ne peut pas être des musulmans, puisque l'islam est une religion de paix et d'amour. » Et là, on nous dit que c'est un terroriste chrétien qui se réclame de Jésus-Christ. Alors moi, je ne sais pas où il a lu l'histoire de Jésus-Christ, mais je n'ai pas souvenir que Jésus-Christ ait promu l'assassinat et les coups de couteau. Bon, donc, c'est curieux, c'est quand même curieux. Donc c'est quand même un curieux, c'est un curieux chrétien. C'est peut-être un chrétien, mais enfin, il est quand même curieux. C'est peut-être un illuminé, comme diraient les journalistes. Encore, Voilà.
En tout cas, Michel Geoffroy, pour conclure ce dossier conséquent, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, eh bien, je vous propose de nous intéresser aux hommages qui ont été organisés pour ce drame d'Annecy. Les victimes sont actuellement hors d'état de cause. Mais alors, le vendredi... certains étaient horrifiés à Annecy qu'il y ait eu des récupérations. On nous disait que les habitants étaient choqués, que la récupération politique était inadmissible. On en avait fait la première partie de ce dossier. Et le dimanche, on est rassuré parce que la ville d'Annecy a choisi la chanson « Parlez-moi d'amour » pour rendre hommage aux victimes et aux héros de l'attaque au couteau qui avait survenu. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'aux héros, c'est au pluriel. Alors moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que Henri. Après, il y a quand même un type qui a fait du toboggan pour... un acte héroïque, naturellement, un adulte qui ne protège pas des enfants, en réalité. Voilà, en conclusion, je vous propose les dessins de Plantu, que vous allez voir. Je te dis que je veux devenir français, et l'on voit un homme armé d'un couteau sanglant qui vise une poussette, un landau. Et il a persisté et signé parce qu'il a été attaqué de dérive vers l'extrême droite, le dessinateur Plantu. L'assaillant d'Annecy dénonce ses conditions de détention assez où je me roule par terre, avec un gardien de prison qui fait tourner la manivelle d'un boîtier à chansonnette. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Alors moi je veux pas faire de théologie, mais on dit souvent que le diable est le singe de Dieu. En l'occurrence, là, ces gens, ils chantent pas l'amour, ils chantent la soumission. C'est-à-dire que leur prétendu amour, c'est de se soumettre, c'est de ne rien faire, de laisser faire. Bon, je veux dire, c'est tout le contraire de l'amour chrétien, je rappelle. L'amour chrétien, c'est pas la soumission au mal, c'est le moyen de lutter contre le mal. Je le précise pour les journalistes qui connaissent pas bien le christianisme. Donc, c'est odieux. Enfin, je veux dire, personnellement, je trouve ça odieux. C'est cette espèce d'état d'esprit. Quand il y a une catastrophe, quand il y a des attentats, quand il y a des crimes odieux, qu'est-ce qu'on fait ? Oh, vous n'aurez pas ma haine. Oh, on va allumer des bougies. C'est les bisounours. Mais attendez, c'est pas ce qu'on attend. On attend de mettre fin à ces comportements odieux. Et c'est pas en chantant « Parlez-moi d'amour », c'est pas en faisant chanter Juliette Gréco, si je puis dire, qu'on va changer les choses. On se moque du monde. On se moque du monde. Donc c'est odieux. D'ailleurs, je dirais que le maire, qui est quand même un homme qui continue d'expliquer qu'il faut accueillir, il faut que Annecy soit une ville d'accueil. Bon, alors même que... Sera-t-il réélu pour son prochain mandat ? Ah bah oui, peut-être. Mais en plus, s'il est écolo, c'est très bien, c'est très bien. Bon, écoutez, les bisounours, laissons les bisounours parler aux bisounours, mais c'est pas ça qui va changer la situation. Et encore une fois, je trouve ça horrible. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que celui qui laisse faire le mal, il est tout aussi coupable que celui qui le commet. Dans le droit français, en tout cas, en effet. Oui, ouais. tout à fait. On nous dit d'ailleurs, selon les psychologues, que aimer, c'est aussi poser des limites, normalement. Oui. Donc c'est peut-être une belle conclusion pour ce dossier qui était consacré à Annecy. Alors cela étant, Monsieur Plantu, il faut qu'il se méfie, là, parce qu'il est, il est quand même sur une pente glissante. Tout à fait. Ses dessins sont très drôles. Il se moque de la bien-pensance, là, quand même, Monsieur Plantu. Place maintenant aux pastilles de l'information. Commençons ces pastilles de l'information avec la campagne sexualité du gouvernement, parce que c'est important de parler de sexualité. Alors, on a pu voir partout dans l'espace public, sur les panneaux JCDecaux, vous savez, c'est les questions, par exemple celle-ci. La pénétration me fait mal, que faire ? Et donc, questionsexualité.fr, c'est a priori le site internet où vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous êtes posées un jour. Voilà, quand on va sur le site internet, toutes les questions, parce que moi je suis passée devant quelques panneaux qui sont visibles partout dans l'espace public. Vous êtes passé avec vos enfants devant les panneaux ? J'ai de la chance parce qu'ils ne lisent pas encore, mais il est certain que cela crée des conversations sans doute très intéressantes avec les enfants. Donc on a les questions suivantes. Donc c'est quoi la meilleure contraception pour moi ? J'ai des pannes d'érection, que faire ?
Est-ce qu'il y a des vaccins contre les infections sexuellement transmissibles? C'est quoi la meilleure protection contre le VIH? J'ai oublié de prendre ma pilule, je fais quoi? La pénétration me fait mal, que faire? Comment savoir si elle a toujours envie quand on fait l'amour? Comment se faire dépister gratuitement du VIH et des IST? C'est marrant quand même parce que moi j'avais l'impression que c'était justement dans l'éducation sexuelle que l'on prodiguait dans les classes dès la primaire d'ailleurs, hein, qu'on répondait à ce genre de questions, enfin d'ailleurs pas toutes dès la primaire, je pense. En tout cas, le syndicat de la famille de Ludovine de la Rochère a réagi et il vous invite à envoyer donc un mail à votre mère, hein, pour lui rappeler que tous les enfants en âge de lire, c'est-à-dire à partir de 16 ans, hein, globalement, découvrent ces questions qui sont des questions incroyablement crues. Par ailleurs, ce n'est pas tout. Il n'y a pas eu qu'un affichage. Il y a également quelques petites vidéos qui ont été produites par le gouvernement et puis Santé publique. Je vous propose de regarder celle que j'ai trouvée la plus drôle. Ça se passe au théâtre, vous allez voir. Ah, vous allez mourir, allez J'ai eu une panne au lit hier soir. C'est grave. Tout le monde se pose des questions sur la sexualité. Et tout le monde peut trouver des réponses sur questionsexualité.fr. Et oui, tout le monde se pose des questions sur la sexualité. En tout cas, on a un personnage qui voudrait, elle, s'inviter un petit peu plus dans la sexualité des Français, dans la sexualité des couples hétéros particulièrement. C'est Sandrine Rousseau. Et je voudrais vous repasser cet extrait qui date du 6 mai 2022. C'était dans Extra Local, un document que l'on peut retrouver sur Public Sénat. Quand le viol conjugal a été quand le viol conjugal a été criminalisé, les gens disaient, les journalistes politiques disaient non mais on va pas regarder dans le lit des gens. Mais si. Et on va regarder dans les foyers des gens ce qui s'y passe. Parce que si il y a quelque chose d'injuste et de structurellement injuste, alors il faut donner les moyens aux femmes de pouvoir s'en sortir, bien sûr. Le fait de passer du drame d'Annecy à cette campagne d'affichage est déjà symbolique. On voit les priorités publiques. C'est-à-dire que l'État, qui est aujourd'hui de moins en moins capable d'assurer ses fonctions souveraines, et en particulier d'assurer la sécurité, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de la sexualité des Français. J'ai eu une panne, au secours. Ah là là, l'urgence étatique. Sandrine Rousseau, elle dit des choses très justes, hein, très fortes. Le principe du totalitarisme, c'est qu'il n'y a pas d'intimité. Et donc, on va aller dans le lit des gens. On va aller dans les foyers, dit-elle. C'est la définition du totalitarisme. Vous ne pouvez plus vous cacher, on vient vous surveiller. Hein. Si possible, les enfants surveillent les parents, la femme surveille l'homme, les voisins surveillent les gens. C'est ça, ce but. Donc, nous voyons bien, sous des dehors très sympathiques, oh là là, effectivement, j'ai des problèmes d'érection, comment je dois faire, hein, oh là, on voit bien la volonté perverse et on voit bien la dérive totalitaire de notre système politique. Enfin, je veux dire, je suis désolé. Mais pendant ce temps-là, on s'occupe, on laisse filer l'insécurité, l'économie, on ne la maîtrise plus, les frontières, on n'en a plus, etc., etc. Bon, donc on voit bien les priorités publiques, hein, ce qui est important. Alors, je vais continuer, je vais citer Saint-Augustin. Vous voyez, c'est vraiment là aujourd'hui. Après Sandrine Rousseau. Voilà, après Sandrine Rousseau, Saint-Augustin avait une phrase très célèbre. « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Parce que c'est ça aussi. Hein, on s'étale partout. Maintenant, les questions les plus intimes s'étalent sur la place publique. Mais où est-ce qu'on va s'arrêter, hein? Après, on va dire, oh, j'ai envie d'être pédophile, comment je dois faire, enfin, etc. J'ai envie d'être zoophile, est-ce que c'est normal? Bon, enfin, je veux dire, vraiment, je crois que... Il y a eu une époque où certains se posaient la question, c'était dans Libération, par exemple. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, on vit quand même dans un monde un peu en train de devenir fou, hein, un peu fou. Et tout ça payé avec nos impôts, bien entendu. Bien sûr, parce que ce sont des campagnes de pub du gouvernement. Bah oui.
Dans la plus grande indifférence médiatique, je vous propose cet article du Figaro qui est l'un des seuls sur la question. L'Union européenne accélère sur la répartition des demandeurs d'asile. La relocalisation des demandeurs d'asile dans les différents États membres a reçu le feu vert du Conseil malgré l'opposition de la Pologne et de la Hongrie. Les pays qui s'y refuseront devront payer une lourde amende. Et alors, quand on cherche des informations, une petite revue de presse sur ce sujet, eh bien, il n'y a pas grand-chose, figurez-vous. Il y a Euractiv et Les Échos qui s'en sont fait l'écho, j'allais dire. C'est assez mal choisi au vu du titre du journal, mais passons. Les ministres de l'UE concluent un accord historique. Les 27 tout près d'un accord clé sur la migration et l'asile. La Pologne s'oppose. La Pologne entend former une coalition contre ce pacte de relocalisation des migrants. Voilà, c'est à peu près les seuls médias qui en ont parlé. Ça confirme, bon, il y a des exceptions, mais ça confirme que souvent ce qui est important n'est pas dans les médias. Il faut creuser, les médias ont tendance à se focaliser sur le t-shirt d'Henri, ça c'est important. Mais d'autres sujets, ça glisse. Alors évidemment, ça tombe plutôt mal. En pleine affaire d'Annecy, on découvre que la France, parce que quand on parle du Conseil européen, c'est très bien, ça veut dire que c'est les États. La France, donc, a accepté un dispositif de répartition obligatoire des demandeurs d'asile sous peine de sanctions. Vous me direz, la France est déjà dans le dispositif puisqu'elle est en train de répartir, le gouvernement français répartit sur le territoire des migrants sans demander l'avis des élus et bien entendu sans l'avis de la population. Bon. C'est fou comment c'est être organisé. Oui, non, mais non, c'est bien. Bon, alors, je dirais simplement deux choses là-dessus. On voit bien, c'est un exemple qui montre que tous les discours qu'on entend, les discours politiciens, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais fermer l'immigration, avec moi, ça va changer. Attendez, qu'est-ce qu'on voit ? La politique migratoire, elle est faite par les juges, qui ne sont pas élus, elle est faite par la Commission européenne, et reprise par le Conseil européen, et en plus, la décision, elle est prise à la majorité qualifiée, et non pas à l'unanimité. Donc la majorité qualifiée, c'est 15 pays qui doivent représenter 65% de la population. Je rappelle que dans le même temps, le chancelier Scholz préconise l'ouverture à de nouveaux pays. Ça veut dire que plus l'Union européenne va augmenter, moins nous allons avoir les moyens de peser dessus. C'est ça la réalité. La vraie occultation, c'est moins l'accord. Parce que bon, on peut aller sur le site de l'Union européenne, on voit l'accord. La vraie occultation, c'est de nous faire croire qu'on a encore les moyens de maîtriser la politique migratoire, alors qu'en fait, nous les avons transférés à des gens qui sont complètement en dehors de notre contrôle. Voilà, c'est ça. Mais deuxième point, attention, il y a quand même des pays qui sont capables de refuser. La Pologne, c'est pas n'importe quel pays, surtout en ce moment. La Hongrie, bon, elle est un peu diabolisée, mais bon. Donc ça veut dire qu'on peut aussi s'y opposer. Et donc, ce que l'on voit dans cette affaire, c'est que le gouvernement français ne s'y oppose pas. Au contraire, il continue, de plus belle. Ils doivent craindre les amendes. Oui, sans doute. Oui, c'est vrai. Enfin, 23 000 € par rapport au déficit budgétaire français, oui, c'est vrai, c'est grave, mais enfin, bon. Donc, c'est ça qui est en jeu, à mon avis. La vraie occultation, c'est que on occulte le fait, et les médias sont complices, mais la classe politique aussi, on fait croire que ces gens ont encore des leviers d'action, alors qu'en fait, ils les ont perdus. Et là, pareil, ce qui est intéressant, c'est l'agenda médiatique, parce que donc, cet article du Figaro date du 9 juin, c'est-à-dire au lendemain du drame d'Annecy. Bah oui, donc on met la pédale douce là-dessus. Voilà, il y a eu la pédale douce politique en France, parce que l'agenda sur la loi immigration a dû être retardé sans doute par cette affaire, mais... oui, la loi sur l'immigration, vous voyez, c'est un exemple. La loi sur l'immigration, on fait tout un foin là-dessus, mais ça ne servira à rien, puisque les vraies décisions, elles sont prises ailleurs. Elles sont prises à Bruxelles, elles sont prises dans les tribunaux. Et il reste le 49.3 au cas où. Ah bah oui. On pourrait l'utiliser une fois supplémentaire. Celle qui a déclenché à 11 reprises l'article 49.3 de la Constitution, il faut le rappeler, après le projet de loi sur la réforme des retraites, donc depuis son arrivée à Matignon en mai dernier, quand même beaucoup, c'est conséquent en peu de temps, eh bien les médias sont en train de l'enterrer, notre Elisabeth Borne. Le Parisien, le 11 juin, publiait ceci, le remaniement se précise, Elisabeth Borne s'accroche. Le 12 juin,
Ouest France, Elisabeth Borne va-t-elle vraiment quitter bientôt Matignon? France Info, le 13 juin, l'équipe ne tient pas la route. Le bruit d'un remaniement avant l'été se propage au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne, alors que la fin des 100 jours approche. Vous vous souvenez, les fameux 100 jours d'Emmanuel Macron qui s'est inspiré de Napoléon. Le Monde, le 13 juin également, ambiance de remaniement au gouvernement. Radio Classique, Elisabeth Borne, après 17 motions de censure rejetées, la Première ministre a-t-elle sauvé sa place? Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de se demander qui sont ceux qui pourraient partir avec elle. La presse peut nous donner également quelques idées. Là, on a par exemple la Dépêche qui titrait le 11 juin également « Marlène Schiappa doit-elle quitter le gouvernement ?» Pas nécessaire, répond Elisabeth Borne. Peut-être que les suites de son audition à l'Assemblée, au Sénat, pardonnez-moi, en effet, sur l'affaire des fonds Marianne, changeront peut-être la donne. En tendance Twitter, toutefois, hier, il y avait Menteuse avec plus de 1225 tweets et Marlène Schiappa avec plus de 28,8 000 tweets. Ça veut dire que ça a pour le moins intéressé les gens. Mais on a également d'autres idées, selon la presse encore. Il y a Pape Ndiaye qui est particulièrement dans le viseur ces derniers temps, Olivier Dussopt également, et peut-être Dupond-Moretti, même si cela paraît fort peu probable. Bon, là, on ne sait pas trop quel jeu jouent les médias, s'ils préparent en fait une charrette politique, donc dans laquelle il y aura le Premier ministre et un certain nombre de ministres. Le fait que plusieurs médias traitent de cette question en même temps donne à penser quand même que ce n'est pas complètement sorti de la tête des journalistes. Et puis ça fait longtemps, Voilà. Ça dure dans le temps. Bon, alors c'est vrai que le bilan est quand même moyen, quoi. Je veux dire, on a quand même atteint des records. Parce que 17 motions de censure en un an... Non seulement c'est la première fois sous la Ve République, mais même sous la IVe République, je le rappelle. Bon, pour l'utilisation du 49.3, en revanche, elle n'est qu'à la seconde position des recordman de cette utilisation. Bon, alors moi, ce qui me frappe quand même dans tous ces articles, c'est que ces articles traitent de Madame Borne. Bon, effectivement, c'est le Premier ministre, mais traitent pas du contexte politique, comme toujours. On se focalise sur un seul détail. Le t-shirt d'Henri, n'est-ce pas? Mais on ne regarde pas l'ensemble. L'ensemble, c'est d'abord quand même que les 100 jours d'Emmanuel Macron se terminent. On ne peut pas dire que ça a été une grande réussite. Deuxièmement, il y a quand même un problème politique de fond. C'est qu'en réalité, ces gens sont une minorité. Je rappelle que les médias nous parlent toujours de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. La majorité présidentielle, c'est 16%, 16% des électeurs inscrits en France. Situation qui fait qu'on peut difficilement trouver une solution politique à la crise actuelle, parce qu'une dissolution, il est très probable qu'une dissolution ne renforcerait pas la majorité présidentielle, à l'évidence. Donc nous sommes dans un système politique qui est complètement compromis. Compromis parce que l'exécutif est minoritaire dans l'opinion et il est simplement adossé à des institutions qui lui donnent un pouvoir écrasant. Bon, mais cette situation peut quand même pas forcément durer dans le temps. Donc c'est ça le vrai sujet. Pas la question de savoir si Marlène Schiappa va rester au gouvernement. De toute façon, très bien, mais donc je veux dire, c'est pas une question de personnes. Comme toujours, les médias s'occupent des personnes. Ils s'intéressent pas à ce qui est beaucoup plus général et donc il donne une vision très faussée de la réalité. Les médias défendent certains personnages, mais ils en font aussi certains. Et Michel Geoffroy, je voudrais qu'on s'intéresse de plus près à une une médiatique qui là aussi a été affichée un peu partout. Elle concerne Édouard Philippe. C'est bien ça. Oui, là, donc vous avez dit, les médias essaient de faire, ce sont les faiseurs de rois. Donc ils essaient de défaire certains et d'autres, ils commencent déjà à préparer 2027 à l'évidence. Donc l'Express, Patrick Dareil, je rappelle, c'est un pur hasard, nous fait une sorte de panégyrique de M. Édouard Philippe. Avec une belle photo. Avec une belle photo, ils ont réussi. Il a un peu plus de plein de cheveux poils. Là, il a un peu de poils, très bien. On voit bien avec en plus un discours
sur l'immigration, sur les non-dits, n'est-ce pas? L'homme fort. Voilà, l'homme fort. D'ailleurs, on voit bien d'ailleurs que quand il était Premier ministre, l'immigration a diminué en France, n'est-ce pas? Bon, très bien, peu importe. Alors, c'est un homme qui a beaucoup de qualités, il faut le savoir. Il a été, comme Emmanuel Macron, un young leader à la French American Foundation. Il a aussi été, comme Emmanuel Macron, un membre de l'association franco-chinoise, comme par hasard. Il a été à Davos, il a été à Bilderberg, donc il a toutes les qualités. Il a coché toutes les cases. Alors, je ne sais pas, il a peut-être d'autres aussi qu'il faudrait qu'il coche, mais enfin bon, voilà. Donc nous avons peut-être, cela aussi c'est à suivre, nous avons peut-être un premier jalon d'une promotion médiatique dans la perspective de la présidentielle de 2027. C'est pas impossible. À suivre aussi dans un futur immédiat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Restez avec nous chaque semaine, on le rappelle, pour suivre l'actualité médiatique. Pas de coup de chapeau cette fois-ci, parce que ce qui aurait été le plus sérieux, naturellement, c'était de parler d'Henri. Mais je pense que nous l'avons suffisamment cité tout au long de cette édition. Je vous dis à très bientôt, naturellement. N'oubliez pas, je vous le rappelle à chaque fois, de cliquer sur le pouce en l'air, de partager cette vidéo, de vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne TVL. Et puis, bien sûr, on ne se quitte pas sans vous dire au revoir, Michel Geoffroy. Au revoir, Floriane. Et puis, sans vous rappeler que juste avant la fin, vous avez le portrait piquant qui vous plaît toujours beaucoup et qui, cette semaine, est consacré à Claude Askolovitch. Portez-vous bien et puis à très vite sur TV Liberté. Aujourd'hui, nous allons présenter un justicier. Le justicier du PAF, Claude Askolovitch. Né en 1962 à Paris, il est le fils de Roger Askolovitch, de son nom de plume Roger Ascot, ancien directeur de la revue L'Arche, magazine du judaïsme français. Après des études d'économie, il est diplômé du Centre de formation des journalistes en 1985. Une carrière bien remplie. Sciences et Vie Économie, Le Matin de Paris, Europe 1, L'événement du jeudi, Marianne, Vanity Fair, Le Point, Slate, France Inter, Arte, j'en oublie. Il rejoint le Nouvel Observateur en 2001 sur les conseils de son ami Éric Guébali, alors secrétaire général de SOS Racisme. Il y restera 7 ans, d'abord comme grand reporter, puis comme éditorialiste et enfin comme rédacteur en chef. 2008, c'est l'affaire Ciné. Le dessinateur Ciné avait publié dans Charlie Hebdo une chronique ironisant sur une éventuelle conversion au judaïsme de Jean Sarkozy, le fils du président. Sur RTL, Askolovitch y voit une allusion antisémite. Il s'ensuit une vive polémique qui sera favorable à la carrière du journaliste, qui devient patron du Journal du Dimanche et chroniqueur à Europe 1. Les deux sont la propriété d'Arnaud Lagardère, qui considère Nicolas Sarkozy comme son frère. Débarqué du JDD, considéré un temps comme prof de DSK, auquel il a consacré un livre, il rebondit chez iTélé, l'ancêtre de CNews. 2013, c'est la parution chez Grasset de « Nos mal-aimés, ces musulmans dont la France ne veut pas ». Sa parution suit une violente tribune dans Marianne où il traite le président du CRIF, Richard Pasquier, de salaud parce qu'il n'a pas condamné le score élevé de Marine Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle dans le journal israélien Haaretz. Ses prises de position, très favorables aux musulmans, lui aliènent les franges les plus conservatrices de la communauté juive française. En témoigne son exclusion du Salon du Livre juif de Neuilly en 2013, où les organisateurs annulent sa venue. En 2023, il est chroniqueur pour Arte et France Inter. Laissons le mot de la fin à deux confrères. Tout d'abord, Natacha Polony, dans Le Figaro en 2013. Je cite « Derrière les phrases mielleuses et les postures de bisounours, le propos est effarant. Effarant de mépris et de haine, justement, mais contre la France. » Il y a Guy Millière, sur Dreuze, la même année. Je cite toujours « Claude Askolovitch est vraiment un très grand journaliste français, à qui il importe de rendre hommage. Il ne dira jamais un mot, un seul, qui soit étranger au vocabulaire aseptisé du politiquement correct à la française. Un hommage bien mérité. »